l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième convocation de la semaine pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous majeur où sont jugés donc les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. La femme d'État, femme politique et ancienne ministre, Valérie Pécresse a dit ceci. Une société qui n'aime pas ses enseignants est une société qui n'a pas compris le défi de la mondialisation de demain. Bonne méditation en cette journée du 8 octobre 2019. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Deuxième convocation pour cette semaine. Je suis le président Loukman Sanfo. Juste pour ceux qui nous écoutent en radio, merci aussi de nous suivre à travers Tree TV, la télé interactive. Bonjour, messieurs les juges au siège. Bonjour, président. Bonjour, juge Baha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Merci également à toute l'équipe de réalisation de cette émission qui, on le rappelle, le direct c'est à 8h du lundi au vendredi, rediffusé les mêmes jours à partir de 22h. Et vous pouvez aussi nous suivre à travers notre plateforme podcast, à travers infowakat.net. Merci de votre fidélité. Alors ce matin, mesdames, messieurs, nous allons nous intéresser à la situation des enseignants du Burkina Faso. Vous savez que le 5 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'enseignant au Burkina. Cette année, les acteurs ont commémoré l'événement sous le signe de la protestation, peut-on dire. Une journée marquée donc par une marche, un meeting et un panel sur la condition du personnel enseignant. Mais bien avant cela, le mardi 1er octobre 2019, jour de rentrée des classes donc, pendant que le ministre en charge de l'éducation nationale et son collègue en charge de l'enseignement supérieur lançaient officiellement à Saba la rentrée scolaire et universitaire 2019-2020. Au même moment, devant leur département, manifestaient des professeurs recrutés pour le compte du programme Emploi Jeune pour l'éducation nationale et pour réclamer donc une intégration inclusive et aussi des enseignants du primaire et du post-primaire pour eux, pour exiger donc leur mandatement. Alors, quand on considère que le secteur de l'éducation a traversé en tout cas une situation pas des plus tranquilles la précédente année scolaire, il y a de quoi s'inquiéter. Pour cela, pour comprendre donc la situation, nous avons convoqué la coordination nationale des syndicats de l'éducation, CNSE, représentée ce matin par M. Charles Dipama. Il est le coordinateur général de la CNSE. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Mesdames, Messieurs, les avant-propos. Alors, nous
nous allons accorder 5 minutes pour écouter les juges au siège pour nous rappeler certains faits de l'actualité. Commençons par Geoffroy Vaha, parce que Ben Abouma est un peu grippé. Allez-y. D'accord. Merci, Président. Moi, je vais m'intéresser à la Guinée. On sait qu'il y avait un dialogue qui avait été ouvert sur des questions qui sont essentielles, à savoir la révision éventuelle de la Constitution guinéenne et puis la question des législatives qui doivent donc être organisées. Et c'est le 4, vendredi donc, c'est vendredi dernier, je ne sais pas si c'est le 4, mais vendredi dernier, les discussions se sont achevées. Et pour qui suit l'actualité guinéenne, le actuel président ne fait pas mystère de sa volonté en tout cas de revoir la Constitution. À quelle fin? Dans tous les cas, la plupart des Guinéens y voient la porte ouverte à un 3e mandat pour quelqu'un qui jusque-là ne les a pas forcément convaincus. Et je pense que l'opposition, elle a laissé le temps de la discussion se faire. Et vous le remarquez, dans l'actualité, il y a un revirement des plus forts. Et donc il y a une pression des plus fortes qui sera maintenant mise sur le régime en place. Et ils ont annoncé beaucoup de marches, notamment pour faire barrière à la volonté de révision de la Constitution, qui pour eux n'est rien d'autre que la porte ouverte, je le disais tout à l'heure, à un 3e mandat pour Condé. On attend de voir ce que ça va donner. C'est un pays fragile et c'est un pays très riche à la fois. Et quand je dis riche, c'est riche de ses hommes, mais aussi riche de son sous-sol. Et ça fait la peine de voir, ça fait de la peine de voir ce pays-là qui a du mal à s'en sortir, a du mal à s'élever, parce que quand on parle de la Guinée, très souvent c'est souvent cette actualité périlisante où on est un homme en tenue qui n'y a pas longtemps qui revient, il y a des élections qui se terminent à la limite de ce qu'on pourrait avoir l'affrontement, si ce n'est la grandeur de quelqu'un comme celui d'Alain Diallo, d'accepter avoir perdu, même pas convaincu de cela. Mais cette Guinée-là, on veut beaucoup plus de bonheur pour elle. Et on espère que même si le dialogue il est terminé, la raison habitera les uns et les autres. Je ne parlerai pas de l'opposition parce qu'il a son droit de faire barrière à la volonté presque avouée du président de faire un 3e mandat, mais que la raison gagne aussi sur ce président-là. C'est vrai qu'on a été opposant historique, on a duré dans le camp d'en face, mais quand on a eu 2 mandats, il faut partir après. On n'est pas le seul à pouvoir, pour moi, changer la trajectoire d'un pays. Même quand on pense fort et bien pour son pays, on peut toujours lui rendre service à d'autres postes ou à d'autres fonctions, et les contributions sont toujours ouvertes. Ce n'est pas seulement au palais présidentiel qu'on a la meilleure contribution, et il faut accepter qu'on a fait son temps et il faut partir. C'est comme ça qu'on construit les nations, et on espère que la raison va habiter ce monsieur Condé. Évidemment, et on espère que le dernier sommet sur la constitutionnalité qui a été tenu à Niamey va inspirer effectivement le peuple de Guinée, parce qu'à l'occasion on a vu des anciens chefs d'État prendre la parole pour appeler justement au respect des mandats constitutionnels, et on a vu aussi le président nigérien réitérer sa promesse de ne pas se représenter après son second mandat. Et on en parle aujourd'hui parce que vous avez vu le sommet du G5 Sahel, il y a cette menace terroriste là qui est en train de gagner les pays même qui sont ceux du Golfe de Guinée, qui sont donc voilà, la Côte d'Ivoire et les autres. Donc ce sont des menaces qui tirent le meilleur parti des instabilités que nous avons. Et la plupart du temps, ces volontés de lancer des mandats hors des limites, ça déstabilise et ça fragilise encore la stabilité que nous avons. C'est le cas aussi ivoirien, où on a un Alassane Ouattara qui souffle chaud et froid. Et donc, sur la question, on espère que pour toute cette classe-là, il y aura comment dire cela, c'est plus que de l'amour pour son pays, cette raison-là, je dirais comme ça, qui les habitera. Merci à vous, Geoffroy, pour ce regard sur l'actualité guinéenne. Ben Abouma, c'est à vous rapidement. Là, vous faites d'ailleurs une très belle transition parce que j'ai 2 avant-propos. Le premier avant-propos concerne effectivement ce sommet sur le constitutionnalisme et la limitation des mandats présidentiels qui a eu lieu effectivement à Niamey au Niger. Et donc, quand vous regardez, c'était pour
encourager les uns et les autres à faire un transfert pacifique du pouvoir, donc une transition pacifique du pouvoir, je veux dire, mais aussi plaider pour la limitation des mandats. Mais il reste des questions à répondre. Que fera-t-on de Paul Kagame et que fera-t-on également du maréchal égyptien Al-Sisi, qui a prolongé ces choses jusqu'à... voilà. Maintenant, quand vous regardez également ceux qui ont réuni ces messieurs-là, ce sont des fondations également qui nous viennent de l'autre côté de la mer. Donc alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une volonté réellement africaine de s'assumer ou bien c'est encouragé de l'extérieur? Donc il y a autant de questions que l'on se pose. Donc maintenant il y a effectivement un travail à faire pour que les uns et les autres comprennent d'accepter faire effectivement une transition pacifique du pouvoir, mais là ça demande des sacrifices et un effort, parfois un sursaut. Vous prenez des messieurs comme Idriss Déby qui ont duré au pouvoir, à un moment donné pour quitter, parfois ils traînent des casseroles, il y a des proches qui ne seront pas contents, et à un moment donné le président même est l'otage de lui-même, son propre clan, comme on l'a vu au Burkina Faso. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faciliter les choses? Est-ce que s'il y a des gages qui lui sont donnés à un certain niveau, comme l'a fait le Ghana avec Rawlings, ça ne pourra pas permettre? Donc il y a sur cette réflexion-là également à approfondir. Du reste, nous encourageons ceux qui l'ont fait. Espérons que cela puisse porter effectivement de fruits. Pour terminer, le second avant-propos, c'est au niveau du Burkina, si vous permettez très rapidement. Nous avons vu des affiches publicitaires sur les médias en voie de faire Made in Burkina Faso. Alors, déjà, je ne vais pas citer l'entreprise pour faire pub, si vous permettez, mais c'est déjà le symbole Made in Burkina. Ça commence à venir, je pense que c'est bien. Dans le domaine de l'agroalimentaire, bravo. Là-bas, il y a toute une palette de produits Made in Burkina Faso et il y en a qui forcent l'admiration. Il faut regarder l'emballage avant de savoir que c'est fabriqué au Burkina. C'est déjà bien. Donc c'est pour encourager, parce qu'il fut un temps, quand c'est fabriqué au Burkina, nous-mêmes, nous ne voulons même pas. On regarde avec un mauvais oeil, ce n'est pas de la bonne qualité, mais les Ghanéens ont caracolé, bon, comme on appelle, sont débrouillés comme ça, jusqu'à ce que effectivement le consommeur Ghana marche. Donc il y a des produits ghanéens, si c'est produit à l'extérieur, vous êtes obligé de mettre Made in Ghana pour que ça s'achète, sinon ils ne vont pas payer. Donc ce patriotisme économique là, il est encouragé. Donc, et ça, c'est l'affaire de nous tous individuellement. C'est tout pour mettre dans mon propre plaisir. D'accord. Merci pour ce regard sur ce patriotisme économique également. On sait que le ministre Harouna Kaboré, en tout cas, a un ambitieux programme là-dessus pour inciter justement à la consommation des produits burkinabés. Alors, passé cette première partie de l'émission, on va sans plus tarder auditionner M. Charles Dipama. Il est le coordinateur national des syndicats de l'éducation. C'est la coordination, donc bienvenue. J'espère bien qu'on ne vous a pas fait sortir des classes parce qu'il est 8 heures. Vous êtes censé, en tant qu'éducateur, être en classe, ou bien ce n'est pas votre occupation à ce jour? Juste une question d'entrée. Ok, merci bien, monsieur le juré. Avant tout propos, j'aimerais saluer tous les personnels de l'éducation qui se battent dans des conditions difficiles pour donner une éducation à nos petits frères, à nos enfants qui sont l'avenir de ce pays-là. Pour en venir à votre question, je ne suis pas en classe, je ne suis pas enseignant, je suis conseiller d'éducation, donc un personnel au bureau. Donc nous sommes dans l'encadrement scolaire. Donc donc mes élèves ne vont pas m'attendre. Voilà. Vous êtes passé par l'enseignement avant d'y arriver? Non, je suis conseiller d'éducation par voie de concours direct. Voilà. Donc je ne suis pas passé par l'enseignement. D'accord. Alors parlons de votre organisation, la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Elle fait partie des organisations au niveau syndical les mieux organisées au Burkina Faso. Mais quand on voit que la rentrée commence avec ce son de cloche qui sort, et comme ça on se pose bien la question, est-ce que c'est une activité, c'est là avec l'onction de la coordination, ou bien quand on considère les intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes à l'intérieur même de la coordination, certaines personnes peuvent être amenées à poser autrement leurs revendications en dehors de celles de la coordination? De quoi vous voulez parler exactement? Le fait qu'il y a eu le jour de la rentrée scolaire, le mardi 1er, on a eu effectivement cet attroupement devant le ministère pour protester. On ne sait pas si c'est une activité de la coordination ou bien c'est une activité isolée d'un regroupement d'enseignants donnés. Ok, merci pour la question. Ces différents mouvements ne sont pas liés à la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Donc, comme vous le savez, notre organisation regroupe 15 syndicats et lorsque nous menons une activité, nous nous affichons. Voilà.
Et je pense que pour les activités dont vous venez de faire cas, les organisateurs se sont affichés. Et je ne pense pas que c'est la coordination. Non, ce n'est pas la coordination. C'est vrai que ce sont des syndicats membres de la coordination, mais ce n'est pas sous le sceau de la coordination que ces manifestations-là ont été menées. Quand on considère souvent votre force de frappe, si on peut l'appeler ainsi, on a souvent tendance à penser que tous les syndicats au niveau de l'éducation sont affiliés à la CNSE. Est-ce que c'est bien le cas ou bien il y a des syndicats qui ne se reconnaissent pas en vous? Non, tous les syndicats au MENA PLN maintenant ne sont pas affiliés à la coordination nationale des syndicats de l'éducation. On a environ 25 ou plus de 25 syndicats au niveau du ministère. Et au niveau de la coordination, nous sommes 15. Donc tous les syndicats ne sont pas affiliés à la coordination nationale des syndicats de l'éducation. D'accord. Alors, certains parents d'élèves, pour ne pas dire la plupart des parents d'élèves et même des autorités, étaient étonnés qu'au premier jour de la rentrée, on ait cet attroupement devant le ministère, qu'on ait des enseignants qui manifestent. Vous, en tant que coordination, quel est votre regard déjà de cette situation? Notre regard en tant que coordination, vous savez que la coordination mène des activités sur la base du consensus. Et lorsque, sur une question donnée, le consensus n'est pas trouvé, les syndicats qui souhaitent donner suite à ces questions-là peuvent initier des activités. Donc c'est dans ce cadre-là que ces activités-là ont eu lieu. Et notre regard est qu'il y a des problèmes effectivement au niveau du MENA, voilà, et que les organisations ont décidé de prendre ces questions-là à charge. Nous trouvons que c'est une bonne chose, nous les encourageons d'ailleurs, parce que ce sont des problèmes réels que des camarades vivent. Voilà. Et si au niveau de la coordination on n'a pas pu trouver un consensus là-dessus, il est bon que ces questions-là soient prises en charge effectivement par des syndicats pris isolement. Voilà. D'accord. Ma dernière question de généralité, puisque j'évoquais en introduction la journée mondiale de l'enseignant. Ailleurs, dans les autres pays, c'est l'occasion de donner envie d'être enseignant, c'est de valoriser effectivement le travail des enseignants. À ce qu'on entend, il se dit que, pour ce qui vous concerne, vous êtes en train de, on va dire, faire cette valeur même intrinsèque au corps enseignant, parce que on voit des enseignants qui battent le pavé, des enseignants qui tiennent des propos des plus discours, on va dire qui ne sont pas vraiment honorables. À ce jour, est-ce que vous ne contribuez pas à dévaloriser le corps enseignant, pourtant qui est votre statut aujourd'hui? Bon, nous ne percevons pas cette question de la sorte. Les enseignants qui manifestent, ils ont des raisons bien précises. Et généralement, c'est pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Donc, vous l'avez dit tantôt, il y avait des manifestations devant le ministère, tantôt des enseignants qui réclament leur mandatement. Je pense que c'est des questions qui sont objectives. Tantôt des enseignants qui jettent des stylos dans la rue, qui tiennent des propos injurieux. Non, je pense que ça, c'est des actes isolés. Mais le fait de jeter les stylos dans la rue, c'était lors des manifestations de l'année passée. Oui. C'était un symbole fort, voilà, pour annoncer la non-évaluation dans les établissements. Et je pense que ça a porté ses fruits. Voilà, parce que je pense que le gouvernement, après ça, a bougé quand même sur certaines lignes. Voilà. Sinon, nous ne pensons pas que la manifestation des enseignants dégrade, dégrade, je ne sais pas moi, l'estime qu'on a pour les enseignants. Non. C'est une réaction en fait. C'est une réaction des enseignants face aux mauvaises conditions qui leur sont imposées de la part du gouvernement, tout simplement. Ils imaginaient comment est-ce que des enseignants peuvent aller travailler sans être mandatés. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. D'accord. Je vous passe la parole. Merci, Président. C'est que le samedi 5 octobre dernier, c'était, on va dire, la journée de l'enseignant, pour dire de façon plus courte. Et puis le thème que vous aviez choisi, c'est les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. Et ce qui est intéressant dans le déroulé, vous dites par exemple qu'il y a le manque d'infrastructures, il y a tout ça. Mais vous parlez du retour de personnel sans formation initiale, qui est une réalité au Burkina Faso. Qu'est-ce que cela veut dire?
Mais à travers ces propos, nous évoquons tout simplement le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Donc, nous avons suivi l'actualité depuis maintenant 3 ans. Donc, lorsque le gouvernement est arrivé au pouvoir, donc c'était une promesse de campagne de son Excellence le président Roch, qui a décidé de prendre des jeunes, donc désœuvrés, donc avec un certain niveau académique, voilà, et de les envoyer dans les classes. Donc, nous estimons que la formation, si on peut appeler ça formation, qu'ils ont reçue n'est pas suffisante. Donc, c'est quelques mois de formation seulement qu'ils ont reçu avant d'intégrer les classes. Donc, pour notre coordination, nous pensons que c'est un recul parce que nous étions arrivés quand même à faire reconnaître au gouvernement que pour en tout cas pour ce qui est des personnels d'éducation et d'enseignement, avant d'entrer dans la fonction enseignante, il faudrait que ces personnels-là aient reçu une formation suffisante dans un établissement approprié. Donc c'est quelque chose que nous dénonçons. Donc depuis 3 ans, la première promotion a été recrutée en 2016 et ils sont en fin de contrat en cette année 2019. Donc nous pensons que c'est un recul. Pour qui veut une éducation de qualité, on doit en tout cas mettre l'accent sur la formation des personnels. Donc si on a un personnel enseignant bien formé, il va sans dire aussi que la qualité va y aller. Mais si nous escamotons la formation des enseignants, nous allons tuer notre éducation et nous pensons que c'est dangereux. C'est vrai que moi je vous suis dans votre argumentaire, mais en même temps, quelle est l'ampleur? Parce que les parents d'élèves, souvent ils décrivent certaines situations. Vous avez des fois un enseignant qui s'exprime, vous vous demandez, oh là, c'est lui qui enseigne mon enfant. Mais vous dites qu'ils sont des milliers affectés dans les classes, notamment post-primaire, secondaire. L'impact est grave aujourd'hui. Oui, l'impact est grave puisqu'il y a eu, je crois, trois promotions. Et quand vous regardez les conditions dans lesquelles ces personnels exercent, bon, c'est difficile. Donc, ils sont affectés dans les établissements post-primaires et secondaires. Ils reçoivent un pécule de 100 000 francs. Nous pensons que ce sont des conditions vraiment difficiles dans lesquelles ils vivent. Et lorsqu'un enseignant n'est pas dans des conditions idoines pour faire son travail, il va sans dire aussi que la qualité va prendre un coup. Donc nous revenons encore sur le concept de qualité parce que ça a été le cheval de bataille de notre protocole d'accord, donc la qualité de l'éducation que nous donnons. Et nous pensons que pour une éducation de qualité, ça passe nécessairement par la formation adéquate et suffisante des personnels de l'éducation avant leur intervention dans les classes. Autre question, peut-être un peu liée. On sait que dans le domaine, il y a ce que vous dénoncez très souvent, c'est le manque d'infrastructures, c'est le personnel qui n'est pas suffisant, et puis il y a la question formation. C'est clair que pour répondre à l'insuffisance du personnel, l'État tente aussi donc ces moyens, parmi lesquels ce que vous dénoncez ici, mais il y a aussi ce qui a été revu en termes de rationalisation voulu par le ministre. Parce qu'il y a un trop plein d'enseignants dans certains lieux, et puis on sait aussi la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes, qui a obligé beaucoup de déplacements, y compris donc d'enseignants. Et pour une meilleure rationalisation, il a été décidé donc des affectations spéciales. Vous les décriez, pourquoi? Nous les décrions pour plusieurs raisons. Donc les affectations pour nécessité de services sont intervenues dans un contexte d'une étude menée par le ministère de la fonction publique, une étude que nous disons partielle, donc qui a donné des conclusions partielles. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette étude? Bon, au primaire, on a 50 000 en gros enseignants, plutôt 50 000 classes, salles de classe, et on a 68 000 enseignants. On fait la soustraction et on nous présente 18 000 enseignants en surplus. Donc ce que nous décrions à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas une prise en compte réelle du rapport. En fait, quand on présente la situation de la sorte, c'est comme si on a des enseignants qui sont là, qui ne font pas leur travail. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il faut mettre ces effectifs-là en rapport avec les normes. Parce qu'on sait que, par exemple, au primaire,
un enseignant, une classe pour 50 élèves. Quand on fait ce rapport-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de surplus. Mais quand on présente la situation telle que le ministère l'a faite, ça crée des problèmes. Et nous en venons aussi aux différents critères qui ont été édictés. Lorsque cette machine de redéploiement en griffe s'est mise en route, les syndicats ont été conviés à Koudougou pour un atelier pour établir de concert avec le ministère des critères. Et c'est sur la base de ces critères que le redéploiement en griffe devait se faire. Et nous nous sommes rendus compte que ces critères n'ont pas été respectés. Voilà, donc voilà pourquoi nous dénonçons cette opération dite de redéploiement. Sinon, personne n'est contre le redéploiement, personne n'est contre une gestion rationnelle des personnels, non. Je pense que certaines organisations de la coordination sont même passées devant le créneau pour en tout cas revendiquer une bonne gestion des ressources humaines au niveau du MENA. Donc ça allait être en porte-à-faux avec ce que nous-mêmes nous avons demandé, parce qu'effectivement c'est certains syndicats et la coordination elle-même qui a demandé une gestion rationnelle. Il faut aussi déconnecter la question de sécurité qui a affecté un grand nombre d'écoles du redéploiement. Sinon pour les écoles fermées, on n'a pas besoin d'un redéploiement, d'une opération spéciale de redéploiement pour affecter ces personnels-là. Du reste, c'est des opérations qui se faisaient. Voilà, lorsqu'on a dans une école qui est fermée pour insécurité, les autorités locales sur place déjà réaffectaient ces personnels-là dans d'autres écoles où la sécurité le permettait. Voilà, donc voilà en gros. Sur le premier point, votre argument, c'est que quand on fait le ratio nombre d'élèves et enseignants, on n'est pas dans le sous-emploi, pour m'exprimer comme ça. Mais quand on vous écoute aussi, ça veut dire qu'à la logique, on oublie que dans certaines agglomérations, c'est la pléthore, ça on est habitué à ça. Maintenant, quand on aura 2 enseignants dans une même classe, à quoi ça rime? Ça rime tout simplement à amoindrir la charge de travail. Vous savez que pour un enseignant, par exemple au primaire, la norme est de 50 élèves par classe et par enseignant. Et c'est une charge de travail. Et les recommandations de l'Organisation internationale du travail de l'UNESCO estiment que les effectifs dans les classes devaient être à même de permettre à l'enseignant de s'occuper de façon spéciale, de façon particulière de ses élèves. Donc ça rime avec la qualité de l'éducation. Donc lorsqu'on a des effectifs qui frisent la pléthore, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile pour un enseignant de tenir 100 élèves avec toute la charge de travail qu'il faut. Donc ce n'est pas évident, c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Et vous le savez, quand un enseignant il prend plus de 50, parlons de 100 élèves par classe, il n'a pas une longue espérance de vie. Parce que c'est vraiment exténuant l'enseignement, ce n'est pas un métier facile. On le comprend, mais en fait je le disais pourquoi, parce que vous-même vous reconnaissez la question de l'insuffisance des personnels, avoir deux enseignants dans une classe alors qu'il y en a qui en manquent, et vous êtes obligé de faire une péréquation et accepter que la pléthore soit je ne dirais pas que ce soit une donne, il y a un idéal c'est vrai, la question des ratios, mais il y a des difficultés qui sont aussi quelquefois celles du terrain qui sont objectives. L'autre élément que moi sur lequel j'aimerais que vous puissiez répondre, c'est que vous dites que vous vous interrogez aussi sur non pas la non-organisation des concours, toujours sur l'affectation spéciale, et vous émettez des petits doutes, parce que vous parlez de pénaliser certains enseignants. Ça veut dire que là on n'est plus dans l'objectif, vous parliez au départ de travail qui a été mené, qu'il est partiel, là on est dans le partial. Tout à fait. Je dis cela en rapport avec les critères qui ont été édictés et qui devaient être la ligne directrice pour affecter les agents. Lorsque nous prenons par exemple le critère de l'emploi et de l'ancienneté, lorsque pour un profil donné, on a 2 enseignants et il faut affecter un enseignant, normalement, selon le critère, c'est le plus ancien qui reste dans l'établissement qui doit rester. Et
dans le travail qui nous a été servi, ça n'a pas été respecté. Voilà, donc il y a des anciens qu'on a enlevés et on a laissé des plus jeunes. Hein. Donc ça va en contradiction avec les critères édictés. Et là, non, nous savons que ce sont les personnels qui dérangent qu'on affecte. Voilà. Donc c'est pour cela que nous décrions cet état de fait. Sinon, pourquoi ne pas respecter ce qui a été convenu de commun accord? Voilà. En pareille situation, c'est le plus jeune qu'on affecte, mais pourquoi on ne le respecte pas? Donc, ça nous permet aussi de... Vous avez des exemples de cas précis? Oui, les exemples sont légion. Les exemples sont légion, ça coule les rues. Pourquoi la liste au niveau de la région du centre a été reprise plus de 2 fois, même 3 fois? Donc, c'est à cause de ces imperfections-là qu'on a repris cette liste-là plusieurs fois. Et aussi, il y a les stagiaires qui ne devaient pas être affectés. Voilà, les personnes aussi proches à moins de 5 ans de la retraite, etc. Des personnels aussi qui sont malades, qui ne devaient pas être affectés. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs dans cette opération. Mais vous dites erreur. Maintenant, entre erreur et puis volonté de pénaliser, comme vous dites, il y a bien un fossé. Bon, erreur, volonté de pénaliser, pour nous, bon, ça revient au même, hein, parce que c'est les personnels qui vont subir, voilà, ces erreurs en griffe ou bien cette mauvaise volonté d'appliquer les critères de façon idoine. D'accord. D'accord, effectivement, il a dit que parfois on a des effectifs de pléthorique dans les classes, il dit que ça permet de soulager parce que c'est une charge de travail. On est d'accord que quand il y a une charge de travail, il faut trouver un personnel conséquent. Ce qui saute aux yeux, c'est que parfois vous avez des zones où il n'y en a pratiquement pas. Donc c'est cet équilibre qui manque. C'est pourquoi d'ailleurs, voilà. Mais la question des affectations aussi a fait graisser des dents. Moi, je veux en savoir davantage. Bon, par rapport au déséquilibre que vous venez de mentionner, au niveau du MENA, il y a 2 types d'affectations. Il y a les affectations pour convenance personnelle et il y a les affectations pour nécessité de service. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Koudougou pour établir les critères, les organisations syndicales ont demandé de faire le point de ces 2 types d'affectations. Parce que les affectations dites pour nécessité de service sont laissées à l'appréciation seule de l'autorité. Donc nous accusons ces affectations spéciales d'être à l'origine de ces pléthores-là. Sinon, pour les affectations pour convenance personnelle, il y a un secrétariat technique qui est commis, dans lequel les syndicats sont invités, et c'est sur la base on va appeler ça des demandes, des besoins d'expression exprimés par les différents établissements que nous affectons les agents pour convenance personnelle. Non, mais attention, la convenance personnelle, ce qui prime, c'est bien la dynamique qui vient de l'agent. Tout à fait. Alors que si vous voulez faire une péréquation, si vous voulez compter sur la volonté des agents, ça sera difficile pour vous d'avoir à la fin un équilibre. Il y aura, comme on dit dans le jargon de la rue, il faut faire la force à certains. D'où l'autre option. Ok. Il faut faire la force à certains. Si vous le prenez ici, il n'y a pas de souci. Mais nous sommes en gestion des ressources humaines. Nous disons qu'il faut aller quand même doucement. Il faut faire attention. Il faut tenir quand même compte des désidératas. Je ne dirais pas des désidératas, mais des critères qui ont été édictés. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bon, au niveau des... Vous avez dit qu'il faut rééquilibrer. Nous ne sommes pas contre ce rééquilibrage-là. Nous ne sommes pas contre. Et j'ai dit même sur ce plateau que les syndicats, certains membres de la coordination ont été au devant pour demander à ce qu'il y ait une gestion rationnelle. Donc, placer les agents là où il y a le besoin. C'est pour cela, quand j'ai développé un peu, j'ai dit que les affectations pour convenance personnelle, c'est vrai que ça tient compte du besoin de l'agent, mais ça tient compte aussi des besoins sur le terrain. Évidemment. Voilà. Mais au niveau de la nécessité de service qui est laissée à la discrétion de l'autorité, ceci n'est pas le cas. C'est pour cela que nous accusons. En fait, quand nous sommes allés à Koudougou, c'était en fait pour encadrer les textes
sur les nécessités de service pour donner un peu des critères objectifs à ces nécessités de service-là. Parce qu'on a remarqué que l'autorité vraiment en usait de façon abusive. Vous avez un monde de l'enseignement où il y a beaucoup de problèmes. Moi, je voudrais qu'on ressente aujourd'hui les défis majeurs ou bien les difficultés majeures, à quel niveau? Parce qu'il y a plusieurs. Quand on parle de la coalition des syndicats nationaux, comment on appelle ça, les syndicats de l'éducation, la coordination nationale, il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés. C'est par quel bout d'ailleurs on commence? Pour nous, le bout par lequel il faut commencer, c'est notre protocole d'accord qui a été signé en janvier 2018 et qui est en souffrance actuellement. Mais qui est en train d'être appliqué étape par étape. Oui, mais il y a beaucoup de retard dans la mise en œuvre. Il y a beaucoup de retard. Le ministre lui-même l'a reconnu lors de la journée mondiale de l'enseignant plutôt. Voilà, donc il y a beaucoup de retard. Si vous prenez des questions comme celle indemnitaire, donc il y a eu un blocage en temps de la correction liée à la bonification et aux indemnités. Actuellement, ça doit être la deuxième tranche qui doit être appliquée, mais jusque-là, en tout cas, ce n'est pas fait. Mais vous avez des rencontres périodiques avec le ministre, il y a un cadre qui évalue tout ça. Le goulot d'étranglement sont à quel niveau selon ce qui vous a été communiqué? Effectivement, nous avons des rencontres périodiques. La dernière rencontre a été en juillet passé. Et à cette rencontre-là, on nous a dit que notre statut valorisant allait être adopté avant les vacances gouvernementales. Du reste, je reviens sur le protocole et sur les engagements du ministre. Il avait dit que après l'élaboration, 2 semaines après, ça allait être adopté. Donc nous avons fini l'élaboration en mai 2019. Nous sommes en octobre, notre statut n'est pas encore adopté. Et nous pensons que c'est un véritable problème parce que les personnels de l'éducation ont fondé beaucoup d'espoir dans ce statut valorisant-là, pensant que quand même ça allait déposer les bases pour une amélioration des conditions de vie et de travail et pour l'amélioration aussi de la qualité. Le second problème, c'est la question sécuritaire. Voilà. Donc, il y a près de 2000 écoles qui sont fermées pour faire d'insécurité. Ce que nous demandons tout simplement au gouvernement, c'est de prendre les mesures qui s'imposent afin de ramener la sécurité dans toutes les localités du pays pour permettre aux écoles d'ouvrir afin que les collègues puissent faire leur travail, c'est-à-dire apporter une éducation à nos petits frères et à nos enfants. Sur cette question, le ministre a parlé d'organiser c'est-à-dire un cursus à minima, mais qui n'est pas de basse qualité, pour pouvoir faire face à la situation. Mais vous, à votre niveau, comment est-ce que cette offre a été accueillie? Bon, nous l'avons appris le jour de la JME. Sinon, avant cela, le ministère ne nous a pas approché pour nous parler d'une telle initiative. Donc, on l'a appris en même temps que vous. Nous attendons peut-être d'avoir des documents pour pouvoir nous prononcer là-dessus. Alors, l'autre question, c'est que les questions, il y a un blocage à un moment donné. Vos amis des GRH, le mouvement d'humeur qui est pointé du doigt dans le blocage de certains dossiers. Et le ministre l'a dit à demi-mot lors de cette journée. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont bloqué dans ce pays. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Alors, est-ce que entre vous et ces syndicats-là, en la matière, est-ce qu'il y a langue? Est-ce que vous prenez langue entre vous pour voir ce qui peut être fait en général? Je ne sais pas. Bon, avec les autres syndicats, notamment celui des GRH, on n'a pas un contact direct. Mais ça joue sur vous? Tout à fait. Ça joue sur nous, nous le reconnaissons. Mais on n'a pas un contact direct, c'est souvent des échanges de courrier. Est-ce que vous avez abordé ces choses-là avec le ministre lors des cadres de concertation? Aborder avec le ministre, ça je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, qu'est-ce que nous disons? Nous avons un protocole avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui est chargé de l'appliquer. Mais qui peine à être mis en œuvre par le mouvement d'humeur de vos camarades de l'autre syndicat? Oui, mais nous ne gérons pas ces questions. Nous ne traitons pas avec le syndicat des GRH, nous traitons avec le gouvernement. Voilà. Donc on a un protocole, d'accord, qui doit être mis en œuvre. C'est au gouvernement de déployer les voies et moyens nécessaires qui jugera idoine
pour le respect de ces engagements dans les délais prescrits. Les uns disent ici qu'ils ne sont jamais rompus au dialogue, ils peuvent faire des propositions constructives. Et c'est dans ce sens-là, vos propositions n'étaient pas les bienvenues. Plutôt que de jeter la balle dans un seul camp, parce que quoi qu'il en soit, c'est un problème commun. Tout à fait. Je pense que le gouvernement va aller dans ce sens. Je pense que, par exemple, pour l'organisation des concours, il y a d'autres personnels qui ont été trouvés pour ça. Bon, qu'est-ce que j'en sais? Ce qui est sûr, nous tenons à l'application de notre protocole. Voilà. Moi, je pose la question, c'était de savoir, est-ce que vous êtes allé dans ce sens? S'ils ont pu trouver des gens pour organiser les concours, alors qu'il y en a qui disent qu'ils n'y vont pas, certains même ont refusé de composer parmi les GRH. C'est pourquoi je parle de propositions. Maintenant, vous avez vos dossiers, il y en a qui doivent être intégrés, il y en a qui doivent aller à la retraite, il y en a qui doivent avancer, tout ça c'est bloqué à cause du mouvement d'humeur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas de relation directe avec... Mais avec le ministre, parce qu'il y a un cadre de concertation. Oui, le cadre de concertation, c'est le comité de suivi de la mise en œuvre du protocole. Je vous ai dit, la dernière rencontre a eu lieu en juillet. Et depuis juillet, on n'a plus langue avec le ministère pour voir ce qui se passe réellement. Alors, permettez que je rappelle à ceux qui nous suivent en radio que, parce qu'on nous fait souvent le reproche de ne pas rappeler avec qui on échange. Donc, nous sommes avec monsieur Charles Dipama, le coordinateur national de la coordination nationale, voilà, des syndicats de l'éducation, avec qui nous échangeons sur la situation de l'enseignant. Alors, Geoffroy, vous avez une question spécifique? Non, moi je vais dans la même veine que Bernard, peut-être avant de continuer. Il y a un constat qui est clair. Il y a l'impact de notre mouvement sur la dynamique d'application d'un protocole qui a été pris avec vous, et vous dites c'est au gouvernement de prendre les moyens. Alors que quand vous lisez le protocole, le statut valorisant, il y a des carrières qui changent dès la prise du statut. Donc ça veut dire que il y a un travail, il y a un travail qui doit être fait, notamment par les GRH. Ça dit que c'est en amont. Maintenant, bon, l'organisation de concours, je ne sais pas si c'est la même chose que les carrières, ça doit être bien différent. Donc, il y a des gens qui ont ça à charge, tant qu'ils ne travaillent pas, ça sera compliqué. Et comment vous entrevoyez, même si vous dites au gouvernement, faites ce qu'il y a à faire, comment vous entrevoyez la suite? Parce que nous aussi, on parle en tant que parents d'élèves. Hein. Ça vient que de commencer. Vous avez dénoncé la lenteur au niveau du traitement de ces revendications-là, le samedi 5 dernier. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce qu'il y ait encore les mouvements auxquels on a assisté et qui ont bloqué la machine et grippé la machine? Toute une année. Bon, nous disons d'entrée de jeu que l'année a démarré et on n'a aucun programme, aucune volonté de bloquer l'année. Nos organisations syndicales, du reste, je peux le dire assez aisément, sont assez responsables. Et on a toujours mis en avant l'intérêt national. Donc vous l'avez suivi à travers nos mouvements l'année dernière et tout. C'est vrai, nous le revendiquons, mais nous n'oublions pas de travailler. Nous restons toujours dans le travail et nous maintenons la flamme de la revendication. Pour ce qui est effectivement des inquiétudes des parents, moi aussi je suis parent d'élèves, même si mes enfants ne sont pas encore à l'école. Bon, il y a déjà un qui est au préscolaire et tout. Voilà, j'ai des petits frères aussi sur les bancs. C'est des questions qui nous engagent tous. Et je pense que le gouvernement devrait travailler. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de prendre langue avec les GRH et puis de dénouer la situation? Parce que bon, je pense que même pour notre statut valorisant, ce sont les GRH qui étaient devant. Le directeur général de la fonction publique qui était en tout cas qui a présidé les négociations. Voilà, donc c'est le ministère du dialogue social par excellence. Pourquoi à leur niveau, à leur tour maintenant on refuse de dialoguer? Voilà. Moi je pense qu'il faut prendre langue avec ces camarades-là, leur tenir en tout cas ce qu'il y a à tenir et bien bon, qu'on puisse avancer. Est-ce que c'est pas jeter la pierre à l'hôpital pour n'y avoir pas trouvé de médecin? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Hein? Bon, les autres syndicats et nous, bon, nous avons tous le même employeur, c'est l'État, c'est le gouvernement. Chacun a sa plateforme, chacun a ses revendications et nous nous tournons tous vers le gouvernement. Voilà. Donc des engagements ont été pris, donc nous tenons à ce qu'ils soient respectés dans les délais. Mais le système est tel que je bloque tes soins. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu bloques mes soins, je bloque tes enfants à l'école et moi je bloque ton avancement. C'est un cercle vicieux où tout le monde, c'est un engrenage où tout le monde est pris. Je ne te soigne pas, je n'enseigne pas ton enfant,
toi-même tu n'avances pas dans ta carrière. Donc c'est un engrenage à un moment donné qui peut-être ne profite pas à celui qui est en haut. C'est pas terminé aussi quand on n'encaisse pas l'argent qui va permettre à l'État de pouvoir payer. Donc en même temps on est pris dans un cercle vicieux où je te tiens, tu me tiens. Est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas lâcher du lest? Parce qu'en même temps tous les corps sont pris dans cet engrenage. C'est pourquoi d'ailleurs je posais la question par rapport à la collaboration. Est-ce que c'est là où c'est vraiment ressenti? Est-ce que c'est pas la base qui en souffre plus? Bon, nous en payons tous le prix. Vous levez le matin, vos petits frères partent pas à l'école parce qu'il y a grève. Bon, on n'est pas arrivé à là quand même. Alors, moi, j'aimerais revenir sur la question des quelques 2000 écoles qui sont fermées pour fait d'insécurité. Vous l'avez dit à l'occasion des GME, le ministre a un peu annoncé quelques mesures et c'est à cette occasion que vous l'avez entendu. Mais est-ce que du côté de la coordination, il vous arrive de mener des réflexions pour faire des propositions concrètes au gouvernement? Parce que là-dessus, on a l'impression qu'on dénonce, mais on ne s'associe pas à la recherche de solutions. Bon, je pense que les syndicats ont toujours été ouverts au dialogue. Si on nous associe, nous faisons des contributions. Et j'en veux pour preuve le protocole. Donc le protocole, en tout cas, c'est vraiment une grosse machine qui devait quand même permettre d'améliorer de façon suffisante la qualité de l'éducation. Donc ce n'est pas pour nous seulement en tant que personnel, c'est pour aussi les élèves et pour le bien de la nation en général. Donc je pense que nous sommes ouverts au dialogue. Autrement dit, vous attendez que le gouvernement vous fasse appel? Bon, sur la question sécuritaire particulièrement, bon, c'est vrai que ce n'est pas notre domaine de prédilection, je ne sais pas, mais je pense qu'au niveau de la société civile, il y a des propositions qui sont faites. Bon, je pense qu'ensemble, on peut s'asseoir et puis trouver des voies et moyens, je ne sais pas moi, pour vraiment sortir de cette ornière-là qui met le pays à mal. Et puis vous interrogez aussi sur la non-organisation des concours directs d'entrée dans les ENEP et puis ceux professionnels des encadreurs pédagogiques primaires comme post-primaire. Pourquoi ces questions que vous posez aujourd'hui? Oui, pourquoi ces questions? Parce qu'au niveau du statut, lors des discussions sur le statut valorisant, il y a eu un moratoire de 5 ans que nous avons de commun accord arrêté avec la partie gouvernementale pour permettre en tout cas encore de recruter des enseignants avec le nouveau BPC. Et pour cette année, ça n'a pas été fait, donc on ne nous a pas donné les raisons, donc c'est pour cela que nous nous interrogeons. Donc il en est de même également pour les encadreurs du post-primaire et du secondaire, du primaire, du post-primaire et du secondaire. Parce qu'au niveau du préscolaire, il y a eu le recrutement. Mais quand on regarde la dynamique dans laquelle vous êtes, dans l'application de cet accord-là, il y a une vaste réorganisation de carrière, on va dire comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y aura même des... je ne sais pas si on peut parler de corps en extinction ou quoi, mais est-ce que ça mérite une réévaluation des besoins même? Parce que le recrutement, ça répond d'abord à cela. Oui, le besoin répond à cela, le besoin de recrutement. Mais bon, je pense que si on n'a pas de façon unanime arrêté qu'il n'y aurait pas de recrutement, bon, on s'interroge. Donc permettez-nous de nous interroger pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas. Voilà. Sinon, je conviens avec vous que pour la mise en œuvre du protocole, il y a une vaste réflexion qu'il faut mener. Il y a beaucoup de garde-fous qu'il faut prendre pour sa mise en œuvre correcte. Ça, j'en conviens. Mais bon, lorsque c'est une question... on ne comprend pas, permettez-nous quand même de poser la question à qui de droit. Moi, il y a une question qui me taraude l'esprit. Nous, on a eu le ministre ici pour les enfants qui sont dans cette situation où l'insécurité a frappé, ils sont ailleurs. De Bousso, on a vu un peu ce que les examens ont donné. On s'est dit, est-ce que parce qu'on nous dit qu'il n'y aura pas d'évaluation à minima, mais on est avec des enfants qui sont déboussolés, qui ont une année qui est chamboulée. Vous êtes enseignant. La réalité aujourd'hui, c'est est-ce que c'est des choses encore rattrapables? Le ministre, lui, il est à son poste de ministre, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut avoir peur? Parce que c'est une bonne partie de Burkinabés qui vont forger le Burkina de demain dont on parle ici. Tout à fait, j'en conviens avec vous, c'est un problème qui est très sérieux. Et
ce n'est pas simple. Pour la question des curricula minima, bon, je ne sais pas, mais c'est que pour qu'une année académique soit validée, il y a un certain nombre d'heures qu'il faut nécessairement accomplir. Voilà. Donc au primaire, je pense que ça doit tourner autour de 900 heures, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le ministère a tous les techniciens qu'il faut. Donc on va observer, je vous l'ai dit, c'est lors de la JME que nous avons appris avec tout le monde qu'il y a ce programme-là qui sera lancé. Donc nous attendons de voir les documents afin d'apprécier. D'accord. Je parle question. D'accord. Alors, je pense qu'on est dans les dernières minutes. Alors, s'il y a un message à adresser au gouvernement en tant que partenaire au dialogue, et si aussi à l'ensemble des parents qui nous suivent et qui s'inquiètent pour cette année scolaire, quel pourrait être ce message-là? D'abord, au gouvernement, nous lançons cet appel. C'est celui qui va dans le sens de respecter ses engagements. Parce qu'au niveau du protocole, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de décisions, beaucoup d'engagements qui sont hors délai. Nous prenons la question sur les personnels des ex-garderies populaires. À la signature du protocole, le gouvernement s'était engagé à vider ce dossier un mois après la signature. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Au niveau de notre statut valorisant, on nous a dit que 2 semaines après la fin de l'élaboration, il sera adopté. Jusqu'à présent, nous scrutons le ciel. Au niveau des émoluments, que ce soit l'amélioration des unités de logement et spécifique, la première tranche devait être vidée à l'heure actuelle et ça devait être la deuxième tranche qui devait être mise en œuvre. Jusqu'à présent, la première tranche n'est pas vidée. On a des camarades, et Dieu seul sait qui sont nombreux, qui sont toujours en attente de leur bonification d'échelon, de leur première tranche d'indemnité de logement. Et le ministre dit que c'est des cas résiduels, mais nous savons que, en tout cas, ils sont toujours très nombreux. On prend la question aussi des manuels scolaires. Donc le gouvernement s'était engagé à disponibiliser auprès des écoles les manuels scolaires dès le 15 septembre, donc avant la rentrée des classes. Donc si l'année passée, il y a eu un début, parce qu'il y a eu une dotation en manuel scolaire, mais qui n'était pas suffisante, cette année, à l'heure où nous sommes, on n'a pas encore reçu de manuel au niveau des établissements. Au niveau du trousseau pédagogique, le gouvernement aussi s'était engagé à octroyer au personnel enseignant en classe un trousseau pédagogique. Jusqu'à présent, ce n'est pas d'actualité. Donc nous attendons toujours cela. Donc il y a beaucoup d'engagements comme ça. Il y a aussi l'acquisition d'ordinateurs pour permettre au personnel de l'enseignement de pouvoir en tout cas bien préparer leur cours et bien faire leur travail. Jusqu'à présent, ce n'est pas honoré. Donc quand on fait le bilan, nous nous rendons compte que la plupart des engagements sont hors délai. Donc vraiment nous interpellons le gouvernement afin qu'il en tout cas prenne la mesure de la situation et qu'il mette les bouchées doubles, voilà, afin vraiment de rattraper ces retards-là. Parce que bon, vous savez que au niveau de la coordination, c'est vrai que nous revendiquons, mais nous regardons aussi les moyens du pays. Nous allons de façon graduelle. Par exemple, pour les indemnités, nous avons demandé à ce que ça soit échelonné. Voilà, donc moitié en 2018, moitié en 2019. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas des vates en guerre, quand même, nous tenons compte aussi des possibilités du pays. Voilà. Donc au niveau des parents d'élèves, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est, en tout cas, la coordination n'a pas encore lancé un mot d'ordre, en tout cas qui dit de ne pas faire cours ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'ils peuvent rester sereins. Voilà, et aussi prier Dieu que le gouvernement tienne ses engagements, parce que tout est dans ça, tout tient à là. Voilà. S'il n'y a pas, en tout cas, le respect des engagements, là, nous aviserons. Bon, nous avons nos moyens de lutte aussi pour faire pression sur le gouvernement. Et c'est ce qui est dommage dans ce pays. Voilà, il faut attendre chaque fois que les syndicats battent le pavé pour que les lignes bougent. Et là, je pense que c'est dommage.
il faut être proactif. Donc il y a des questions qui sont vraiment simples. Vous prenez les questions d'avancement au MENA. Est-ce qu'on a besoin qu'une organisation syndicale se saisisse de ces questions d'avancement? Je ne pense pas. Voilà, c'est connu. Voilà, donc chaque 2 ans, de façon périodique, en fonction des notes que l'agent a, il doit avancer ou pas. Voilà. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes et vraiment nous interpellons le gouvernement à vraiment prendre la mesure de la situation. Merci à vous, Charles Dipama, coordinateur de la CNSE, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, d'être passé sur notre plateau pour nous expliquer la situation du monde du secteur de l'éducation à l'occasion justement de cette journée mondiale de l'enseignant célébrée le 5 octobre dernier. La bonne nouvelle pour les parents d'élèves, c'est que ces syndicats n'ont pas encore fait leur rentrée, donc on peut espérer encore pour une année plus tranquille. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne à méditer cette pensée de Guy Bédor. C'est un artiste comique qui dit il faut payer les enseignants, sinon ce sont les enfants qui paieront. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. À très bientôt. À demain.